Donc rebonjour à ceux qu'on n'a pas vus. Donc on va vous présenter le retour d'expérience qu'on a fait avec Microsoft et puis avec le CERTA dans le cadre de l'utilisation de la plateforme ALM. Donc ce que vous avez vu ce matin, eh ben, on essaie de s'en servir. Donc depuis ce matin on vous a retracé. Donc on travaille avec MS depuis la publication du BTS-SEO, donc en février 2011. Donc l'objectif de cette présentation, on va se présenter et après on verra pourquoi on a choisi de faire ça. On l'a fait avec quoi et on le fait comment. Donc pourquoi on a choisi la plateforme ALM Microsoft et qu'est-ce qu'on voulait faire, quel était notre objectif final. Après avec quoi toute l'architecture qu'on a mise en place et comment, et en fait Jacques et moi-même on fera une démonstration comment un enseignant fait un cours avec cette plateforme-là. Donc il partira du côté enseignant, il déroulera une séquence de cours, pas complète parce qu'on n'a pas vraiment le temps, et puis normalement je devrais jouer l'étudiant à un moment donné si on a la possibilité de le faire. Donc, j'enseigne en BTS SEO et je vais cette année en responsabilité SLAM 1 uniquement. Donc, la partie plutôt orientée base. Moi, je suis Jacques Duclos et cette année, j'avais SI4 professionnel. Deuxième semestre, SLAM 2 et PPE. Sinon, c'est pas webcast. Alors, pourquoi la LM a utilisé dans le BTS SEO? Donc, nous, en sortant de la présentation du BTS, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on a à faire pour arriver à tirer parti de toutes nos matières, etc. Donc ce qui a été présenté pour la réforme, c'est qu'on a beaucoup de collaborations dans le développement qu'on n'avait pas avant. Donc dans l'ancien BTS, on ne parlait pas de ça. Donc on a vu apparaître des tas de choses, et surtout on a vu apparaître la notion de portefeuille de compétences. Donc notre objectif principal, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à produire un portefeuille de compétences, tout en intégrant ça avec les activités des étudiants. Donc, on ne va pas vous passer en revue parce que tout le monde les a découverts comme nous, mais ce qu'on a retenu de tout ça, c'est qu'il fallait vraiment intégrer du travail collaboratif. Travail collaboratif au sens relation entre l'enseignant et les étudiants, puisqu'on doit amener aux étudiants des solutions qui sont déjà globalement développées, un petit peu développées, plus développées. Collaboration entre les étudiants, puisqu'ils doivent être capables de produire une solution en travaillant collaborativement. Et tout ceci en respectant les objectifs techniques qui sont la maîtrise des tests, les gestions de version, le cycle de vie d'un service, etc. Donc, et enfin le dernier point, c'était en fin de cycle, l'étudiant doit être capable de produire son portefeuille de compétences professionnelles. Donc là, c'est bien son portefeuille, c'est à lui de le produire, c'est lui qui doit tirer parti sur ses activités qu'il a menées pendant 2 années. Il doit construire son dossier pour le présenter. Donc nous, dans notre esprit, on s'est dit, mais comment va-t-il arriver à faire ça pour se rappeler de ce qu'il a fait, comment il l'a fait, quelles compétences il a mises en œuvre, dans quelle activité. Alors, on est parti de ça, donc on a un ensemble de cours qui sont réalisés. Derrière, l'étudiant il va participer à des PPE sur ces 2 années. Et enfin, il va avoir des actions réalisées pendant les stages. De tout ceci, il va donc avoir des activités dans lesquelles il va mettre en œuvre des compétences. Donc, qui dit activité et compétences, on va donc retrouver, donc là je vais aller assez vite, on va donc retrouver à côté de ceci des productions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il met en œuvre, qu'il réalise une activité, qu'il met en œuvre des compétences, ça sera fait dans des productions. Et donc on retrouve ce schéma dans toutes ces activités. Alors en PPE, donc on a des productions qui sont des productions soit individuelles, soit collaboratives. Donc en plus, il va falloir qu'il soit capable de montrer ou d'expliciter quel était son rôle par rapport à une production plus globale avec une équipe ou avec une partie d'une équipe. Et ces éléments, on les retrouve donc aussi dans ces activités qu'il aura réalisées pendant le stage. Donc la problématique arrive à ce niveau-là, c'est comment l'étudiant va faire pour récupérer de tout cet ensemble-là son portefeuille de compétences avec une analyse de ses compétences mises en œuvre. C'est-à-dire combien de temps il a passé, combien de fois il a mis en œuvre cette compétence, et dans quelle production? Parce qu'en plus, il faut faire le lien avec la production. Question. Une activité, pour nous, c'est ce que va réaliser un étudiant. Donc, quelle que soit sa tâche, c'est une tâche qu'il va réaliser. Donc, ça peut être créer une classe, ça peut être modifier une classe, réaliser un test unitaire, modifier un programme suite à un bug, exécuter un cas de test, vérifier un cas de test, ça peut être mettre en ligne une documentation, toutes ces activités, tout ce que peut faire l'étudiant dans le cadre de sa formation, dans le cadre de ses productions. Donc,
P, c'est production. Donc la production concrète. Donc par exemple, il va modifier un morceau de code. Ça, c'est une production concrète. Il va mettre en ligne une partie d'un site. C'est aussi une production concrète. Il va produire une documentation, donc la document Word. Il va produire une fiche de test. Il va produire un cas de test. Ce sont des productions. Voilà. Oui. Va fournir des choses. Voilà. Voilà. Donc de tout ceci, lui, il va devoir au bout de 2 ans, donc c'est là où est la problématique, parce qu'il faut au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, tout le monde a les mêmes étudiants, c'est comment on fait pour arriver à synthétiser ça. Donc sachant que finalement, le résultat, c'est qu'il va reprendre tout ça, il va réanalyser ses activités, et pardon, je suis un petit peu vite. En fait, il va choisir ces différents éléments-là. Il ne va pas prendre tout, il va en prendre certaines, et il doit fournir en finale pour son activité E4, pardon, il va en fait en retenir 2 situations professionnelles dans lesquelles il va identifier ses activités et compétences et ses productions. Donc comment va-t-il faire pour choisir ça et pour récupérer ses productions en fonction de ce qu'il aura retenu? Sachant qu'il doit fournir 2 types de choses. C'est que, comme il va nous démontrer ce qu'il sait faire, il va fournir les productions P qui est ici identifiée, mais elle est en version P1 et P2. Donc il doit être capable à la fois de nous dire, voici la compétence que j'ai mis en œuvre, voici ce que j'avais avant de la mettre en œuvre, voici ce que j'ai obtenu après. Et a priori, dans ce que nous on a compris, c'est que normalement il doit être capable de le redémontrer. Donc ça veut dire qu'il doit récupérer la version initiale dans laquelle la compétence n'a pas été mise en œuvre, et ensuite être capable de montrer la nouvelle version. Donc il doit avoir un travail qui va être assez conséquent. Alors on pourrait se poser la question de quel résultat on va obtenir. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, donc... il présente 2, c'est lui qui présente 2. Il n'y a pas de limite, il présente des situations... Normalement, c'est 2, je crois, c'est sur les PPE. C'est nous qui choisissons. Après, nous, ce qu'on a identifié, c'est la mise en œuvre de ses compétences. C'est-à-dire qu'il a mené des activités dans lesquelles il a mis en œuvre ses compétences, et effectivement, pour l'épreuve 4, mais là, c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu d'épreuve 4, ces compétences qu'il a mis en œuvre dans ses activités de son stage peuvent se retrouver dans des compétences qu'il a mises en œuvre dans des activités sur le contexte choisi, du PPE, par exemple. Voilà. Donc on pourrait se poser la question de savoir comment il va réussir à présenter ça. Et donc nous, on a eu une expérience de 6 mois avec nos étudiants, on leur a présenté cette architecture-là qu'on va vous présenter après, et on leur a demandé, dans le cadre du PPE 2, d'être capable de fournir de proposer une évaluation de leurs compétences sur ce qu'ils avaient mené comme activité dans le PPE2. Sachant que la contrainte était la suivante, c'est que nous, on leur dit, vous vous débrouillez. Puisqu'en fait, ce n'est pas notre rôle de faire le cahier de compétences à leur place, c'est eux qui le produisent. Le portefeuille, pardon. Et donc voici, on va vous montrer une réalisation d'un étudiant qui a présenté son épreuve 4. Donc voilà ce qu'il a obtenu. Alors ici, ce n'est pas très significatif en termes de contenu. Hein. Je vous rappelle, c'est en première année, c'est dans le cadre d'un PPE2. Voici ce que l'étudiant a fait. Donc il a extrait des activités, donc tout ceci c'est stocké dans TFS. Donc on retrouve par exemple des activités qu'il a menées. Donc vous voyez ici que l'étudiant, il a une classe, dans le cadre de son PPE, il a une classe à créer. Donc il a eu un test à faire sur la classe moniteur, bon ça n'a pas grand chose à dire. Il a modifié la classe salarié, il a créé une classe particulière, il a créé la base de données avec du jour de fermeture, il a intégré l'API Google Maps dans une page web, etc. Ça, c'est ce qu'il a effectivement produit. De ceci, lui, il a extrait en fait une analyse de ce qu'il a mené comme activité dans le cadre du référentiel. Et donc, ce qu'il nous a produit, c'est ça. Donc, on obtient, je ne sais pas si vous voyez très bien, donc on obtient ici l'analyse en termes de processus, domaine, activité et compétences, et il a identifié en fait le temps qu'il a passé sur ces compétences-là. D'accord, donc ici, par exemple, on voit qu'il a passé énormément de temps à concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs. Voilà. Donc tout ceci, il l'a fait lui-même, c'est lui qui a choisi de le représenter comme ça, on l'a laissé tel quel, hein, on ne l'a pas modifié. Donc tout ceci, en fait, c'était consolidé grâce à TFS. TFS a stocké tout ce qu'il a fait comme manipulation, stocké les points d'entrée, etc. Les activités qu'on parlait tout à l'heure, ce ne sont pas les activités du référentiel. Les activités que l'on parlait tout à l'heure, ce sont les activités au sens, les réalisations de l'étudiant, ce qu'il réalise. C'est-à-dire ce que
l'enseignant va lui donner comme tâche à faire. comme tâche. Voilà. 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 Et là, le système que tu as développé, là, il se rattache à... Alors ça, ici, c'est son bilan. Ça, c'est tout ce qu'il a fait. Dans le cadre de son PPE2, voici toutes les compétences qu'il a mises en œuvre. Oui. Oui. Parce qu'en PPE2, donc c'est... Alors, ces activités-là, nous, on n'a pas appelé ça situation, puisqu'en fait, si vous regardez la description ici, on lui a demandé de réaliser cette tâche-là. C'est une tâche Ah, oui. qui correspond à ce qu'on a appelé une activité Dans BTS-SEO. TFS, initialement, d'accord, ce matin on vous a parlé de work items. D'accord. Dans les work items, il y a différents types. D'accord. Et dans TFS, initialement, ça s'appelle une tâche. Voilà. On donne une tâche à faire au développeur. D'accord. Sauf que comme nous, on a modifié le template, on a appelé ça activité BTS-SEO. Si on veut faire le lien complètement, il faudrait écrire tâche BTS-SEO. Voilà. Parce que ce qui change, ou situation, mais situation, c'est peut-être plus englobant qu'une activité, tâche précise. Donc à chaque tâche, on peut rapprocher nous-mêmes la compétence. Alors, ça dépend dans quel état on se trouve dans notre progression. Quand on est en module de cours, c'est nous qui définissons toute leur production à réaliser, et c'est nous qui identifions les compétences qui sont concernées. En SI4, par exemple, c'est ce qui a été fait en premier semestre. C'est-à-dire que c'est moi-même qui ai défini en fait les activités, et chaque activité que j'ai demandé à faire au groupe, c'est moi qui en définissais ce qu'on a appelé nous le PDAC, c'est-à-dire que j'en choisissais le processus. À partir de ce processus-là, j'obtenais le domaine. À partir du domaine, l'activité. À partir de l'activité, la compétence. Voilà. Et c'est grâce à ce moyen-là qu'en fait, on arrive à obtenir en fait des résultats sous cette forme-là. Qui valide la qualification de sa compétence. Ah non, ça ne fait pas de l'acquisition. Ah non, Ici, ça n'a pas d'évaluation. Ça, c'est... Des compétences. Il a travaillé, il a mis des compétences en œuvre, Voilà. et donc, on a des statistiques qui contiennent tout ça. La partie évaluation, c'est après. Donc ici, si on reprend cet exemple-là, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si l'étudiant nous présente ce dossier-là, donc nous, c'est ce qu'on a fait pour essayer de voir comment évaluer. L'étudiant nous a dit, j'ai réussi à créer cette plage jour de fermeture. Et donc ici, vous avez un numéro. Donc ce numéro, en fait, c'est un numéro qui est stocké dans TFS, qui permet d'identifier ce qu'il a réalisé. Donc pour aller vérifier ça, on va tout simplement aller sur le site collaboratif qu'on vous a expliqué ce matin. Il faut juste que je retrouve le bon. Hein. Voilà. Donc ici, on est sur le site de travail collaboratif du PPE. Donc on retrouve, c'est le portail d'accès, où tous les étudiants ont accès pour travailler avec leurs ressources partagées, etc. Donc ici, on a les statistiques d'analyse et on a toutes les activités qui sont réalisées. Donc c'est juste une petite prise de vue, et on reviendra là-dessus, juste pour vous montrer qu'on a aussi des compétences réseau qui sont mises en œuvre. Donc là, je peux aller accéder directement à cet numéro qu'on avait ici, donc le 3288, qui correspond à sa production. Donc ici, si je vais directement ici, Demande l'installation de SharePoint. oui, Vous l'avez en extra. oui, oui. Oui, aussi. Donc ça devrait s'afficher au bout d'un certain temps. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ce que l'étudiant avait identifié qu'il avait à faire. Donc il avait à faire quoi? Il a dit qu'il allait appeler son activité comme ça. Et c'est là qu'on a commencé de rentrer dans le détail du BTS SEO. C'est que si on fait une activité, au sens où nous on l'a entendu, donc une production, c'est qu'on doit la qualifier. Donc dans le cadre du PPE2, normalement dans les modules de cours, nous lui avons expliqué comment qualifier ses activités, ses productions. Alors que là, ici, c'est lui qui a qualifié ses activités. Donc c'est lui qui a identifié qu'il allait mettre, qu'il était dans le processus, etc. Voilà, qu'il avait faire dans le domaine là, l'activité là, et donc de sa compétence, c'est celle-ci. Par contre, on était dans la phase où effectivement, on n'a pas validé leur choix à eux lorsqu'ils ont qualifié leurs compétences. Voilà. Donc ici, tout ça, on est obligé de le modifier parce que TFS ne sait pas faire au départ. Donc TFS avait cette opportunité-là, nous permet de définir nous-mêmes ce que l'on veut mettre dans une activité, comment on veut la qualifier, etc. C'est le fameux template que l'on a modifié au sein de TFS. Voilà.
Donc ici, on retrouve le descriptif. Donc là, c'est l'étudiant qui a choisi de décrire ce qu'il avait à faire. Donc bon, il décrit son travail, hein, ce qu'il doit faire, etc. Oui. Oui. Donc c'est la granularité elle est la plus fine possible, puisqu'en fait, nous, notre problématique, vous ne l'avez pas dans ce template-là, mais on l'aura dans le template suivant, donc qui est déjà en œuvre, mais qui n'est pas en œuvre sur ce projet-là, c'est que finalement, à la fin, il faut quand même être capable d'extraire les bonnes compétences pour les bonnes épreuves. Donc du coup, si on commence de faire des multiples compétences, le travail, comment on va le répartir? Parce que pour finir par rapport à cette démonstration, c'est que finalement l'étudiant, on lui a dit, tu nous as dit que tu as mis cette compétence en œuvre, maintenant tu nous la mets en œuvre directement. Donc c'est à lui de jouer, donc comment il fait? Eh bien en fait ici vous avez les liens, qu'on vous a montré ce matin rapidement, vous avez les liens avec d'autres activités ou alors avec le code source. Donc ici, il a choisi de nous dire, mais ça, je l'ai mis en œuvre dans cet ensemble de modifications-là. Et si on va sur cet ensemble de modifications-là, on va retrouver le code source correspondant au développement associé à cette activité-là. Donc c'est ça l'intérêt de la chose, c'est qu'on va être capable de pointer maintenant directement des liens entre soit la compétence à mettre en œuvre et les productions ou les codes sources qui ont été utilisés, ou alors dans le sens inverse, on peut prendre une release de code source et vérifier à quelle compétence c'est associé. Donc ici on voit que il a modifié ces deux codes-là. Et donc on peut même, donc là je suis toujours en web, on vous le montrera tout à l'heure autrement que par web. Et on peut aller consulter exactement le code qu'il a écrit. Donc ici, on retrouve le code qu'il a écrit pour réaliser cette mise en œuvre-là. Par ailleurs, bien sûr, comme on est en mode gestion de code source, il y a donc plusieurs versions de son code. Le code en amont et le code en aval, après sa production. Donc si on veut ici, on a la possibilité en fait, de faire ce qu'on appelle du code compare. Donc on peut comparer les versions qui ont été faites, soit la version avant, soit la version après, soit une version spécifique. Parce que l'étudiant, en fait, quand il fait ses productions, quand il fait son développement, à chaque fois qu'il archive son développement, donc qu'il valide une de ses modifications et qu'il recentre sur le global de l'application, le global des codes, il va taguer son archivage. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà. Et si on regarde justement cet historique de version, alors je vais peut-être le montrer dans... Je ne sais pas si je vais passer dans... Donc là, ici, on est uniquement en mode web. Donc on n'a pas touché à Visual Studio, simplement pour montrer qu'on a toutes les informations directement par le web. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas de Visual Studio, il peut très bien consulter le travail. Donc quel que soit le rôle de l'étudiant par rapport au projet, il peut donc travailler là-dessus. Donc voilà, ici vous avez toutes les versions qui ont été faites, vous avez l'auteur de la version. Donc ici en l'occurrence c'est un travail collaboratif, donc les étudiants étaient par équipe, et vous voyez que 2 étudiants ont travaillé. On a toutes les réalisations, quand est-ce qu'ils l'ont fait, quel était leur exact de modification, etc. Et même théoriquement, on doit avoir à chaque fois un commentaire associé. Mais bon, ça c'est pas forcément toujours le cas. Oui, donc nous on a 2 plateformes. On a une plateforme qui nous a été mise en place par Microsoft pour nous permettre de tester. Donc ils nous ont monté des machines virtuelles et ils ont hosté ça dans leur MTC à eux, dans leur centre de ressources. Et on a remonté en interne la même infra et on leur a offert des connexions avec un VPN de manière à leur permettre de travailler directement depuis chez eux. Voilà pour cette partie-là. Alors, juste pour la petite, parce qu'il y a eu une question ce matin, on n'a pas pu répondre, mais si vous regardez la description ici des activités qui sont faites, vous allez constater que on a une compétence un petit peu particulière, une activité qui s'intitule création d'une architecture réseau. Tout ça, c'est pour montrer que finalement TFS, c'est un environnement qui permet, comme on vous l'a dit ce matin, de faire du repository d'informations. Mais pourquoi on ne peut pas mémoriser des informations relatives au réseau ou autre? On peut. Donc nous, on a un collègue qui travaille parallèlement à nous en PPE2. Dans le cadre de PPE2, il a fait tout son travail d'activité grâce à cet outil-là. Ce qui lui permet, par exemple, donc on va passer temps là-dessus, mais ça permet de stocker d'informations. Donc ça permet d'avoir un portail pour stocker des documentations, ça permet d'archiver des scripts, et ça permet aussi de jouer des tests unitaires, même dans le cadre d'un réseau. Voilà. Donc ça, on a testé un petit peu. Donc voici pour la partie explication de ce que l'on est arrivé à faire. Donc ce qui correspondait, nous, à ce qu'on voulait en termes de besoins,
C'est-à-dire d'arriver à identifier toutes ces compétences, en fait d'avoir de la substance à retravailler, puisque pour analyser le portefeuille de compétences, il nous fallait des informations qui soient présentables, quoi. Et ça nous a permis de le présenter. Et ça, un étudiant, enfin pour nous, c'était évocateur sur ce qu'il avait réellement fait dans son temps imparti. Oui, donc ici on l'a par exemple. Donc on sait que sur le développement d'applications WinForms, il a passé 250 minutes dessus. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, au départ, on leur donnait un temps de travail indicatif. Donc ça, c'était dans les parties soit module de cours, soit dans des activités du PPE clairement identifiées. Par contre, comme ils font par équipe, ils orientent leur production en fonction de leur envie. Donc par exemple, l'étudiant, il a voulu intégrer Google Maps dans son application. Et là, c'est lui qui définit quel temps il va a priori mettre, etc. Donc sans être... on n'a pas eu de... Comment l'élève n'a pas perçu ça comme un moyen de contrôle dans laquelle, etc. C'était assez impressionnant parce que non, nous, on ne l'a pas... Voilà. Par contre, effectivement, leur problématique à eux maintenant, c'est d'être capable d'évaluer en amont et de comptabiliser à chaque fois qu'ils travaillent. Ça, c'est pas facile. Déjà pour nous, c'est pas facile, mais pour eux, c'est encore moins facile. Ouais, ça nous permet aussi d'avoir un suivi, quoi. Donc, Oui, oui, c'est pas notre objectif, hein. Ceci étant, ça nous permet quand même d'avoir, ça nous permet aussi de savoir quand même combien d'archivages ont été faits sur une application et quel est le délai entre le premier archivage, enfin entre deux archivages. Donc, sans faire de surveillance, ça nous a quand même permis d'avoir des informations très précises. ouais, alors pour l'instant, on n'a pas encore trop réfléchi, mais effectivement, ils vont bientôt partir en stage, et donc il faut qu'on mette en place une collection de façon à ce qu'ils puissent, à partir des activités qu'ils vont faire en entreprise, puissent alimenter de nouveau leur portefeuille. Voilà. Alors ce qu'on pensait, nous, c'est effectivement qu'ils puissent le faire, mais qu'ils puissent aussi remettre dans le contexte qu'ils ont travaillé en PPE2 certains éléments techniques qu'ils ont utilisés pendant leur activité de stage. Donc soit retranscrire, parce que ce n'est pas le même environnement, soit reproduire, parce que c'est le même environnement technologique. Voilà. Donc ça permettrait, par exemple, je ne sais pas, ils ont fait une implémentation sur un framework qui n'est pas le nôtre, ils voudraient bien la présenter, ils ont un contexte qu'il est, et ils le remettent dedans. Donc typiquement, c'était l'exemple de Google Maps, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui a travaillé par ailleurs dessus, donc il a fait ailleurs, et là, comme nous, on avait une application qui pouvait l'utiliser, il l'a remis dedans. Voilà. Voilà pour cette partie, si vous avez des questions, sinon on continue. Pardon ? Ah, ils peuvent faire quelque chose sans Visual Studio. Ouais. Oui. Si, parce qu'en fait, ce que nous on fait par rapport à ça, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gestionnaire de code source travaille bien sûr sur du code non binaire, donc c'est du fichier source en mode texte. Donc on ne peut pas gérer des versions, par exemple, de WinDesign, gérer des versions d'évolution d'un modèle. Mais par contre, nous, ce qu'on leur fait faire, c'est que dans les dossiers de solutions qu'ils ont en projet de base de données ou en projet de développement, ils créent des dossiers spécifiques qui correspondent à l'analyse, et ensuite on met les fichiers dans ceci. Puisque finalement, notre gestionnaire de code source, même si on lui donne un code binaire, le code binaire, il va l'archiver. Donc, et c'est comme ça qu'on fait le suivi des modélisations différentes. Par ailleurs, pour réagir par rapport à ça, comme on fait du modèle logique sous forme de script SQL, par contre là, on est en mode texte, et là, en fait, on a des projets qui nous permettent de gérer des deltas sur des évolutions de base de données, suite à une rétroconception, remodélisation et reproduction. D'accord, c'était la question suivante. Donc on se posait la question de savoir si on allait avoir cette question. Donc maintenant on a la réponse.
Donc, juste pour c'est la partie juste après, donc on vous l'explique quelques secondes après. Donc, juste pour terminer, donc, le template qu'on a créé, donc c'est en fait, comme on vous a expliqué ce matin, TFS, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de briques dans lequel vous allez donner un canevas, un masque, un moule, sur lequel vous allez baser vos processus de conception. Qui dit processus de conception, donc c'est soit vos étapes de développement, soit vous allez dire, bah tiens, je vais créer une situation BTS SEO, excusez-moi, BTS SEO. Alors quand on fait une action de type BTS SEO, il faut qu'elle soit automatiquement suivie d'une activité de type, voilà. Par exemple, vous construisez votre formalisation du module de développement, comme ça. Eh bien, en fait, ce template nous a permis de faire le lien entre TFS, nos développements, les développements pardon, des étudiants et les compétences du BTS. Et là, on s'est rendu compte dans la 3e version, enfin, on est déjà à la version 8, mais c'est la 3e version officielle, c'est qu'on avait oublié un petit truc, c'est que finalement, on a plein de compétences, mais au fait, c'est dans quelle épreuve? Parce qu'on n'a encore pas appris par cœur le référentiel. Et donc, ici, bon, on a rajouté maintenant un outil qui nous permet, à chaque fois qu'on va choisir une compétence précise, donc je vous expliquais tout à l'heure, pourquoi il n'y a qu'une compétence? Parce que là, quand on choisit la compétence, directement, on qualifie l'épreuve dans laquelle on peut la trouver. Ce qui fait que pour le rapport qui correspondra, eh bien, on aura directement les compétences et les activités qui correspondent à cette épreuve-là. D'où pour E4 la facilité de construire les éléments de production qui sont les bons éléments de production et non pas des éléments qui sont évalués par ailleurs dans une autre épreuve. Voilà. Et donc, ça, c'est totalement... Quand on choisit une compétence, en fait, ici, donc là, c'est PDAC, et maintenant, on a rajouté, en fait, dans le nouveau template, l'épreuve. De façon à ce que quand on choisit donc, le processus, le domaine, l'activité et la compétence, quand on choisit la compétence ici, on obtient automatiquement dans cette liste déroulante, en fait, l'épreuve dans laquelle doit être mise en œuvre cette compétence-là. Voilà. Ce qui fait qu'après, l'étudiant, il peut très bien faire une requête en disant, dans l'épreuve E4, quelles sont toutes les compétences que j'ai mis en œuvre. Dans l'épreuve E5, quelles sont les compétences que j'ai mis en œuvre. Sur une activité BTS SEO, d'accord, eh bien, il y a effectivement une seule compétence. Voilà. Mais, ouais, voilà. On sait C'est-à-dire qu'on est obligé de préciser, on est obligé de découper. Oui? Parce que c'est les domaines d'évaluation qui sont précisés. C'est basé en fait sur la base de données qui a été donnée au format... Sur le tableau, voilà. Voilà, la base de données, et qu'on a remodifié, qu'on a remis sous SQL Server, et ensuite on a refait tout. Parce que nous, on a voulu faire en fin de première année une épreuve 4, entre guillemets. Bah, elle pourrait être évaluée. Certaines font partie de... sont qualifiées, sont orientées. Bah, dans le référentiel, c'est écrit comme ça. Donc, il y a certaines compétences qui peuvent être éventuellement évaluées dans E4 et E5. Voilà. Il y a même des compétences qui font partie du tronc commun. Qu'est-ce que... E6, oui, bah E6, c'est... Oui. Pourquoi c'est notre... Oui. Oui. A priori, non. Dans le référentiel, on a une colonne spécifique qui nous indique pour chaque domaine d'activité... Ah bah, c'est document... Ça, j'ai plus eu les référentiels, par contre. Ouais. Alors après, c'est peut-être une interprétation différente du référentiel, Non, mais normalement... Voilà. Donc en fait, pour chacun des domaines d'activité, en fait, a priori, la compétence est évaluée dans une épreuve. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de croix. Voilà, donc je sais pas.
Voilà. Donc ça veut dire que nous, ce qui nous intéressait, c'est de ne pas se tromper, parce qu'on ne le connaît encore pas assez. Donc comme on voulait mettre en œuvre une épreuve 4, une simulation d'épreuve 4, on s'est dit, mais on va évaluer au fait de quelles compétences. Et du coup, on s'est retrouvé devant tout ce qu'ils avaient produit, et on ne savait plus quelles compétences on devait prendre. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a de nouveau modifié le template et rajouté en fait maintenant l'épreuve. Voilà. Donc, ce qui permet en fait à l'étudiant de faire des requêtes pour savoir pour telle épreuve quelles sont les compétences qu'il a pu mettre en œuvre. Parce que la réelle problématique aussi pour les étudiants, c'est vraiment de s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est aussi nouveau, enfin ça sera toujours nouveau pour eux, mais comment faire pour s'y retrouver? Il fallait leur donner des outils qui leur permettent de, ne serait-ce que d'inventorier les compétences, simplement ça. Voilà. Combien de temps il passe pour remplir Oui. Oui, je confirme. Alors, En module SI4 au premier semestre, c'est l'enseignant, donc comme c'est moi qui étais en charge de ce module-là, c'est moi, à chaque fois que j'ai monté mon cours, c'est moi qui ai tout écrit, tout fait. donc il crée l'activité et le programme va dupliquer l'activité pour les étudiants. Donc en fait, j'ai une promo de 30 étudiants en première année sur le module donc SI4, je monte le cours et donc à un moment donné, j'ai besoin qu'ils instancient un objet. Voici donc pour moi une activité BTS SEO qu'il doit faire. Donc je lui donne un titre, instancier un objet, je choisis le processus, le domaine, l'activité, la compétence, d'accord. Et en fait, quand j'enregistre cette tâche, cette activité BTS SEO, d'accord, Michel a écrit un script, d'accord, qui duplique cette activité à l'ensemble de mes étudiants. Ce qui fait que tout à l'heure, on vous a montré l'ID ici, d'accord, et en fait, vous allez retrouver, par exemple, voilà, écrire les lignes de code qui permettent de réaliser l'addition, écrire les lignes de code qui permettent de réaliser l'addition, et en fait, cette activité-là, elle est dupliquée à l'ensemble de la promo. Ce qui fait que l'étudiant, maintenant, quand il se connecte à TFS, d'accord, en fait, il écrit le premier travail qu'il va faire, c'est d'écrire sa requête, savoir ce que l'enseignant lui a donné comme travail. Voilà. Alors, après, en fait, on y travaille sur ce projet-là depuis mars l'année dernière, et on est ouvert à toute proposition, puisqu'en fait, on est parti sur un modèle, d'accord, et le modèle il sera certainement amené à être changé. En fait, au départ, quand j'ai, on va dire, une séance de 3 heures, je donne ce que l'on appelle un récit utilisateur. Donc pour nous, le récit utilisateur, c'est définir les objectifs de ma séquence. J'ai 3 heures à faire avec eux. Dans un récit utilisateur, je vais leur donner un tas d'informations en disant vous allez retrouver dans la solution Visual Studio une bibliothèque de classe. Dans cette bibliothèque de classe, vous allez trouver telle classe, etc., etc. Grosso modo, si je devais un peu caricaturer, le RU, le récit utilisateur, c'est peut-être ce que l'on faisait avant dans un document Word. On écrivait un document Word dans lequel on distribuait sur le partage, un dossier partagé sur le réseau. Voilà. Donc moi maintenant, je fais en fait ce que l'on appelle un récit utilisateur. Mais c'est vrai que je vais donner les grandes lignes, les objectifs, etc. Mais parfois, j'ai aussi besoin de fournir un document Word en décrivant un peu plus en détail les classes, etc. À ce moment-là, ici, je peux ajouter des pièces jointes. À ce réutilisateur, je peux ajouter n'importe quoi, un fichier texte, un document Excel, un document Word, etc. Alors, après, c'est une utilisation personnelle que chacun peut faire de TFS. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais utilisé la pièce jointe. En fait, je déposais tout sur le portail SharePoint. Ce qui fait que les étudiants ont accès à ce portail-là. Et donc, si j'avais besoin de joindre un document Word, eh bien, ce document Word était déposé. Maintenant, j'ai un récit utilisateur. Au sein de ce récit utilisateur-là, je vais définir des activités BTS SEO que les étudiants doivent faire. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai... alors pour tu peux le prendre là. Voilà. Donc ici, j'explique en fait, et c'est dans l'activité BTS SEO où je mettais en fait mon PDAC, processus domaine activité compétence. Donc sur cet exemple-là, on a le récit utilisateur dans lequel on décrit globalement ce que l'étudiant va réaliser. Voilà.
Ensuite, on rajoute simplement un lien avec son activité précise. Donc ici, ce sont des activités BTCCO. Donc dans cet exercice-là, il doit, par exemple, chaque étudiant devra écrire les lignes de code qui permettent de réaliser l'édition. Si on double-clique dessus, donc là c'est tout lié en plus, donc on a bien une liaison. Et donc là, on retrouve des qualifications. Alors faites pas attention au référentiel, puisque comme je vous l'ai dit, on a pas mal cherché, donc il y a plusieurs versions. Donc là, vous voyez, il n'y a que PDA. D'accord, on n'a pas mis les compétences. Donc 4 mois après, on s'est dit, mais non. Donc on a remodifié le template de TFS, on a rajouté la compétence. Et puis comme on arrive pratiquement à la fin de l'année, on voulait simuler une épreuve 4 au sein de l'établissement. Et là, on s'est dit, mais il faut absolument que cette compétence-là soit liée à une épreuve. Donc maintenant, on est à PDAC et on a rajouté l'épreuve. Et en fait, on a essayé d'automatiser, parce que vous allez vous dire, mais le travail de l'enseignant peut être considérable. Oui, je ne vous le cache pas, ça l'a été au début, puis en fait, c'est comme tout, c'est un apprentissage, voilà. On a, nous, en fait, un élève, qu'on a appelé modèle élève. Donc en fait, à chaque fois que moi, je crée un récit utilisateur, ou que je crée une activité BTS-SEO, je l'assigne à modèle élève. Voilà. Et donc, en fait, il est assigné à modèle élève, et derrière, on a un script qui duplique le tout. Ce qui fait que moi, je le fais à la maison, mais qu'une seule fois. Je ne crée pas 30 activités, 30 fois la même. Parce que si j'ai 4 activités dans ma séquence de 3 heures, ça m'en fait 120, donc là, c'est plus gérable. Voilà. Je crée mes 4, un récit utilisateur, 4 activités, c'est dupliqué. Oui, on va pas se mentir. Hein, Par contre, pour répondre à votre question précisément, là on était dans le cas, effectivement, nous on le fait. Alors eux, on leur a dit, mais non, c'est à vous de le faire. Alors eux, ils ont une technique très particulière, puisque donc on a évalué E4, donc on a faites-nous votre graphique Excel, et là on voit apparaître en fait 2 compétences pendant 4 mois. On dit, mais comment ça se fait? Bah, ça se fait que la première fois on a choisi ça, c'était pas mal. Donc le raccourci, c'est toujours la même. Voilà, donc, mais bon, c'est un peu de notre faute aussi, on n'a pas été assez attentif par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'ils ont vu, eux, c'est quelle est la rapidité à laquelle je peux traiter cette tâche administrative qui me casse les pieds. 150 compétences. Oui, oui. Voilà, donc nous on n'a pas fait attention à ça. Eux, ils ont un objectif, mais c'était pas de mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils se disaient l'important, c'est de développer. Voilà. Donc la qualification, on verra ça après. Voilà. Eh ben oui. Ouais, ouais. Bien sûr, tout à fait, oui. Mais ça, c'est nous. Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Et on est resté dans le mode, voilà. C'est-à-dire oui. Ouais, ouais. Mais là, je dirais qu'on essuie aussi un peu les plats sur cette première année. Voilà, c'est vrai que ça dépend aussi du profil de l'étudiant. Donc, voilà, il y a des paramètres qu'on... voilà. De notre côté, est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui est évalué en CCH? Parce que ça fait partie des compétences à avoir, que de savoir remplir. Bien sûr. Également. Bien sûr. Quand on les remplit pas, c'est qu'on n'a pas... On est d'accord. Oui, oui. Toutes les infos sont là. Nous, l'avantage derrière, c'est qu'effectivement, on peut avoir du repository sur... voilà. Oui. Théoriquement, on va quand même essayer de le faire démontrer, ses compétences, donc il va les mettre en œuvre en direct live. Nous l'espérons. Pardon. Ouais, on espère, oui. Mais nous, on a lancé ça, mais en même temps, on est ouvert. C'est pas du tout... Je suis curieux de savoir comment vous faites, vous, pour voilà, les compétences, comment vous les mettez, comment vous les suivez. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est que justement, voilà. tout se fait automatiquement. Nous, on n'a rien à faire, on ne s'occupe pas... Ça, voilà, ça se fait automatiquement. Ça se fait à contrario de ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est vrai que si l'étudiant passe trop vite sur sa tâche administrative, il la fait pas, ou il la fait mal, etc. Et à la fin, il continue sa production. Il a fait sa production, mais maintenant, on vient de s'apercevoir que sa tâche première avait mal été traitée. Maintenant, il l'a compris. Ce qui veut dire que normalement, deuxième année, il devrait arriver avec un autre état d'esprit en se disant, si je le fais bien depuis le début, à la fin, j'ai tout fini, moi aussi. Et donc là, je pense qu'on va trouver un échange de gagnant-gagnant, parce que, enfin, voilà. C'est stocké. Nous, on a très peu d'absence dans notre groupe. Je ne sais pas si c'est un lien. Mais en tout cas, ce qu'on leur a dit, c'est qu'absence ou pas, tout est en ligne, tout est accessible, donc vous pouvez. Un étudiant qui n'est pas là pendant 2 jours, moi, je lui ai donné des activités à faire. Vous pouvez remarquer sur une activité, en fait, on a aussi de nouveau modifié le template, parce qu'en fait, à l'origine, dans TFS, quand on donne une tâche à donner à faire à un développeur, c'est généralement, eux, en gestion de projet, ils parlent en jours. Oui. Sauf que nous, sur une séquence de 3 heures, on ne peut pas parler en jours. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais le remettre sur une autre. On a modifié le template sur les activités. Et donc en fait, c'est le travail que moi j'ai fait, par exemple. C'est-à-dire que pour cette activité-là, j'ai estimé le temps à 10 minutes. Donc comme pour l'instant, l'étudiant, il n'a rien fait, il lui reste 10 minutes. Et à la fin, il va. Donc en fait, l'étudiant, quand il arrive, il se connecte à TFS, il écrit sa requête pour savoir le travail que l'enseignant lui a donné, il choisit son activité, et à ce moment-là, il voit, etc. Donc il lit tous les commentaires, les documents que je lui ai donnés, il fait son activité, et ensuite, il vient ici, non pas modifier cette valeur-là, parce que ça c'est la valeur que l'enseignant avait estimée. Par contre, l'étudiant, alors là c'est pareil, on a des étudiants qui font très bien le jeu et d'autres beaucoup moins, donc il reste 0, et à la fin, l'étudiant nous dit, moi pour faire cette activité-là, l'enseignant avait estimé à 10 minutes, j'ai mis 8 minutes, j'ai mis 12 minutes, j'ai mis 20 minutes. Voilà. Ça m'a aussi permis, je ne vous le cache pas, alors c'est vrai qu'au départ, on prévoit des choses à faire sur une séquence de 3 heures, ça m'a permis aussi de détailler énormément ma séquence pédagogique. Donc voilà. D'autre côté, est-ce que le fait de faire ça, est-ce qu'il y en a des élèves que ça sent davantage? C'est-à-dire, voilà, c'est en ligne, je vais rester chez moi, c'est pas la même. Non. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ce phénomène-là. Non, mais là où on a eu, c'est que l'étudiant ne remplit Pardon pas, remplit mal. Et voilà. Oui. Mais on n'a pas beaucoup d'internes. Oui. D'accord. Non, mais attention, là on... Je comprends pas le... On est d'accord, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une plateforme. Hein. Ça peut être simplement en interne. Hein. D'accord, oui, tout à fait, oui, ça peut être... N'est-ce pas? Oh non, du tout. C'est une ville accueillante, si, on confirme. Hein. Oui. Non, ce que je traite tout. Ben oui. Vous ne connaissez pas la rue Berbizet, c'est pour ça. Dans la mesure où on fait en activité, on trouve 200 différences, est-ce que ce serait pas intéressant d'appeler ce que je veux faire activité en haut, pas au sens référentiel, et au sens activité étudiante, ce serait pas intéressant d'appeler ça, je sais pas, tâche, par exemple. Initialement, dans TFS, ça il y a tâche. Voilà. Donc, comme on a voulu personnaliser tout à fait, le template, on a appelé ça activité BTCCE. Parce que ce qu'on ne vous montre pas, on va vous en parler un petit peu, mais c'est que pour arriver à modifier le template, ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Donc on était focalisé sur la technique plus que sur le contenu. Donc c'est une erreur de notre part, on est d'accord, mais avant d'arriver à faire un contenu qui marche, il nous a fallu une certaine période. Donc du coup, il y a des choses qui nous sont sorties de l'esprit et on était concentré ailleurs. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qu'on va... On va le faire évoluer pour permettre justement de modifier ça, quoi. Alors donc, passons aux choses sérieuses. De toute façon, on va tomber sur la plateforme. Je vais juste vous montrer un petit truc et après je reviens pour répondre à l'architecture et puis la plateforme.
Donc juste un petit point, vous parliez tout à l'heure, mais il va falloir Visual Studio pour faire ça. C'est sûr que si vous avez Visual Studio, c'est quand même relativement pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, à droite ici, vous avez le Team Explorer, qu'on vous a expliqué ce matin, et vous retrouvez toutes les fonctionnalités du Team Explorer. Donc vous allez retrouver l'accès direct aux documents, vous allez retrouver l'accès direct aux rapports, donc les analyses. Chaque étudiant va pouvoir se faire ses propres requêtes. Quel travail j'ai à faire? Alors ça a très très bien marché. L'étudiant, il rentrait dans son TP, ah, qu'est-ce que j'ai à faire? Il ne nous demandait même pas, il allait directement, il faisait sa requête, il exécutait. Ça, tout le monde a bien compris. Ensuite, vous avez tout le contrôleur de code source qui vous permet d'accéder à vos sources et de les manipuler, ce qu'on vous montrera tout à l'heure. Mais comme c'est pas l'objectif de TFS, c'est d'être accessible par d'autres outils. Et donc, vous avez le site web, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est compatible, comme on vous l'a dit ce matin, avec tous les outils qui tournent autour de la plateforme Microsoft. Et notamment, lorsque vous avez vos activités qui ont été faites ici, vous retrouvez les icônes donc, qui vont vous être familières. Bon, là, on a Microsoft Project, on retrouve Outlook et on retrouve Excel. Donc ça veut dire qu'on peut travailler dans les deux sens. On a notre collègue qui est en réseau. Lui, Visual Studio, il a dit c'est bien joli votre truc, mais moi, j'ai pas ça sur ma machine. Donc lui, ce qu'il aime bien, c'est Excel. Donc il fait toute sa gestion d'activités, de tâches, dans Excel. Donc il bosse avec Excel. Donc ici, typiquement, bon, je vais casser un peu le truc, mais tant pis. Donc là, qu'est-ce que fait Excel? Excel demande à se connecter directement au serveur TFS pour récupérer le résultat de la requête. Donc notre collègue réseau, en fait, il a assigné des activités BTS-SEO pour le groupe CICR uniquement en utilisant Excel. Bon, ici, je n'ai pas récupéré grand-chose finalement, si ça arrive. Non, c'est fait, ok. Donc en fait, il y a une query qui est exécutée, il a récupéré les données, il me les affiche dans Excel. Mais où l'intérêt d'Excel ici, c'est que si vous arrivez là et que vous voulez créer une nouvelle tâche, vous créez votre titre, vous assignez A et vous choisissez le type, comme on vous a montré ce matin, et ça le fait directement, ça le republie dans Excel. Ça le republie dans TFS, pardon. Donc notre collègue, il travaille uniquement avec Excel. Si, ça, je ne l'ai pas pris ici. Non, en l'occurrence, j'ai pris tout simple. Mais on peut rajouter des colonnes. C'est-à-dire que vous choisissez en fait directement, sélectionnez les colonnes que vous voulez, et là vous choisissez ce que vous voulez. Et là vous allez retrouver processus, domaine, compétences. Voilà, on retrouve. En fait, c'est totalement paramétrable. Donc on fait ce qu'on veut, et il récupère même la liste des valeurs. C'est-à-dire que vous avez des listes déroulantes, etc. Donc comme si vous étiez dans Visual Studio, sauf que vous êtes dans Excel. Voilà. Office 2010. 2010, 2007 aussi. 2007, 2010. Voilà. Donc voilà pour faire le lien entre les outils qui vous permettent de manipuler ceci, et donc on n'est pas forcément obligé de faire du développement pour arriver à tirer parti de la plateforme. Et pour avoir testé, je fais juste une parenthèse, moi j'ai testé une connexion avec Eclipse, voilà. Et ça marche très bien. J'ai simplement, c'est ce qu'on vous a dit ce matin, un plugin à rajouter. Voilà, vous installez votre plugin dans Eclipse. Donc voilà, moi j'ai fait ça mercredi, j'ai dû faire ça lundi soir parce que je l'avais déjà fait, je l'ai refait, et en 10 minutes, voilà, j'ai installé mon plugin, voilà. Ce qui fait que dans Excel, je peux faire mes activités, et je les récupère grâce à une requête directement dans Eclipse. Et donc voilà, et vous avez le gestionnaire le contrôleur de code source dans Eclipse, ça marche très très bien. À notre connaissance, d'accord, par rapport à ce qu'on a pu lire, je vous conseillerais plus d'utiliser Eclipse que NetBeans. Il n'y a pas de connecteur en fait. Le plugin sous NetBeans, en fonction de ce qu'on a pu lire, le projet aurait été abandonné. Par contre, je l'ai testé sous Eclipse, je vous promets, ça marche très bien. Moi, je l'ai récupéré sur le site de Microsoft. Mais c'est pas maintenu. Enfin, il y a une licence à payer au bout d'un certain temps, mais on peut réinstaller. Voilà. Moi, j'étais obligé de le réinstaller lundi soir parce que je l'avais déjà testé. Et en fait, quand j'ai voulu me reconnecter, il m'a dit ma version d'évaluation était. Je l'ai repris au même endroit, j'ai relancé, ça a nickel. Donc, j'ai eu aucun. Pardon? Eh ben, on y vient, donc on va faire le total. Donc, pour arriver à mettre ça en place, en fait, on est allé voir Microsoft juste à leur sortie de présentation. Et ils nous ont dit, c'est bien, il faut le faire. Sauf qu'on leur a dit, il faut le faire, mais nous, on ne sait pas faire votre truc, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y avait deux possibilités. Soit on le faisait chez nous, soit ils le faisaient pour nous. C'était version... Donc, comme c'était dans le cadre de projet pilote, ils nous ont dit, on va vous faire une plateforme. Donc, on va vous installer une plateforme et on met à disposition une plateforme.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ALM de Microsoft est devenu quand même un de leurs objectifs à moyen terme. Donc ce qu'ils ont fait, nous ils nous ont mis ça dans le RMTC, donc dans leur centre de ressources ici, mais ils ont mis en place une architecture sur le web dans le cloud qui vous permet à vous de bénéficier d'un TFS gratuit. D'accord ? Sauf que ce TFS gratuit, le modèle de processus, c'est le modèle de processus choisi par Microsoft. Donc pas paramétrable. Ceci étant dit, ça va bientôt être paramétrable. Alors, deux options par rapport à ça, c'est que du coup, si c'est paramétrable, ça redevient intéressant pour vous, puisque finalement, si vous offre, en fait, on voit TFS comme un service. Donc ça veut dire que vous vous connectez avec Excel sur un service dans le cloud qui vous fait toute la gestion de code source, la gestion des reports, tout ça, etc. Voilà. C'est un service, c'est tout. Dans ce cadre-là, en fait, c'est It Academy, mais US, donc ici ils vont certainement le reprendre. En fait, ils offrent à tout un établissement qui en fait la demande, ils offrent des portails Azure. Portail Azure. En fait, ils vous offrent Azure. Donc Azure, c'est leur plateforme cloud. Ils vous offrent Azure pour faire ce que vous voulez. Donc ça veut dire que le jour où ils auront un template qui sera personnalisable pour le service TFS, comme ils nous offrent, nous, en tant qu'universitaire ou école, des offres gratuites Azure, on pourra plugger notre TFS gratuite dans Azure. Enfin, sous réserve qu'ils acceptent toujours de le faire gratuitement. Voilà. Ceci étant, donc, pour mettre en place ça... Oui, il est compris dans la licence MSDNA. Non, non, il n'y a pas de... Tout est dans MSDN. Ce que vous voulez. Enfin, à ma connaissance, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des versions de produits dédiées à l'éducation et d'autres pour tout le monde. Ici, la version de produit que vous avez, c'est la version complète. Alors, donc, bon, on va expliquer la mise en œuvre. Donc, on nous a dit, on vous met la plateforme en place, vous n'avez plus qu'à jouer avec. Donc, ils nous ont mis la plateforme en place et on a joué avec. Sauf que jouer avec, c'est pas terrible quand c'est une plateforme qu'on vous a mis en place, puisque comme c'est du Microsoft, il faut quand même un domaine Active Directory pour contrôler tout ça. Donc nous, on nous a posé ça sur un contrôleur AD qui n'est pas lié avec le nôtre. Donc déjà, premier problème, c'est des comptes de connexion. Ça a l'air de rien, mais néanmoins, tout est basé sur un compte de connexion dans un environnement, dans un domaine Microsoft. Donc si vous êtes en externe, il faut penser à ça, il faut faire du single sign-on, enfin les spécialistes répondront mieux que moi, il faut arriver à faire un mécanisme d'authentification entre votre domaine déporté et puis votre domaine étudiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en place? Donc, ils nous ont mis le serveur. Donc, on a regardé un petit peu ça, mais pendant ce temps, donc ça, vous l'avez déjà vu, je passe, vous me redirez s'il y a besoin. Simplement, ce qu'il faut bien retenir, c'est les 4 composantes qui sont mises à disposition. Donc, le moteur TFS, ça, c'est le run du TFS. Alors, c'est pas fourni tout à fait dans le même paquet, mais globalement, ça peut quand même se faire dans la même installation. Donc si on prend la release de TFS, normalement, soit il l'installe avec, soit il va aller chercher les installs correspondants. En fait, il faut TFS pour avoir tous les outils, toutes les API. Alors tout est basé sur des web services. Hein, donc pour ceux qui veulent redévelopper des parties, c'est assez pratique. Donc le noyau TFS, d'accord, le noyau SharePoint pour gérer le portail, le noyau SQL Server pour stocker les informations. Donc là, vous avez des bases de données qui sont créées une par collection de projets. Voilà. Et enfin, le noyau Reporting Services. Donc Reporting Services est un élément important puisque ça réalise l'analyse des données. Tous les graphiques qui ont été faits sont faits grâce à ça, quoi. Alors c'est la version Express qui est installée. C'est pas que ça suffit pas, mais pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, notamment celle de Reporting Services, il faut que ça soit un SQL Server. Il faudrait mieux qu'ils soient indépendants aussi. Alors, nous on s'en sert. La problématique, pour l'instant on touche ce qu'il faut, c'est qu'on n'a pas envisagé quand même de mettre toutes les bases utilisateurs au sens étudiant-client d'une base, on l'a mis à côté. Par contre, nous on travaille dessus. Ceci étant dit, il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait, donc dès que vous faites un clic dans Excel, juste vous actualisez, ça doit mettre à jour non seulement la base TFS qui contient les données, mais comme vous avez un cube d'analyse, ce cube d'analyse-là, il doit être mis à jour aussi. Donc concrètement, ça veut dire que le process SQL Server, il est sollicité continuellement. Donc si vous mettez une application cliente normale qui va venir se connecter à une base utilisateur, entre guillemets utilisateur, là vous allez voir des baisses de performance assez impressionnantes. C'est pas votre requête à vous, c'est pas vous, mais le reste bosse. Donc quand on fait un report, simplement on fait une analyse. Vous voyez, quand on lance la première page de web, donc celle-ci là,
Quand on lance juste celle-ci, bah, il faut savoir qu'ici, on a tas de queries qui vont aller taper dans SQL Server. Là, elles vont demander simplement les listes de données, mais par contre, là, elles vont faire de l'analyse. Donc, si elles font de l'analyse, elles vont solliciter encore plus votre moteur de base. Donc, nous, on n'a pas mis nos bases dedans, parce que là, c'était trop. Sur quelle version SQL? À partir de 2008. Donc, nous, on est en 2008 R2, mais... alors, nous, on attend la version On va suivante. tester sous Visual Studio 2011, mais on attend parce que voilà. Alors, Bon, le storyboard m'a assez plu moi ce matin, donc j'aimerais bien passer là-dessus. Là, nous, on va partir à zéro. oui, vous pouvez, mais c'est compatible, il n'y a pas de souci. Avec la 12, en fait, même vous pouvez rétrograder dans la 12 la version de la base. Mais je pense qu'il se connectera. Parce que c'est compatible à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? En fait, ce qu'il vous faut, c'est un contrôleur AD. Donc, un contrôleur AD. Donc, dans notre infrastructure chez nous, on a en fait un contrôleur AD indépendant. Donc, c'est un contrôleur AD. Donc, on a une machine de virtualisation avec des machines virtuelles, un contrôleur AD virtuel. Donc, qui lui ne fait que de l'authentification. Son seul job, c'est de l'authentification. Ensuite, on a installé un serveur dédié aux bases de données. Donc, un SQL Server qui est tout seul aussi, donc sur une machine, avec sa CPU dédiée. Voilà. C'est pas obligé. Ah non, là non. Là non. Je- Oui, on l'a dédié à. Voilà. Ouais, parce que Voilà. ça prend pas mal de CPU quand même. Parce que c'est ce qu'on disait. Enfin, nous, on a un problème d'optimisation de nos VM, etc. en termes de CPU. Donc, on l'a séparé. Voilà. Et ensuite, on a mis un serveur sur lequel. Alors, au départ, on en avait mis 2 autres, mais on a arrêté parce que c'est un problème d'administration après. Donc, au départ, on nous avait dit, pour être super optimisé, il vaudrait mieux mettre SharePoint d'un côté et TFS de l'autre. Mais en fait, ça pose des problématiques de droit, etc. Donc, nous, on aime bien l'administration, mais. Enfin, moins on en fait, mieux c'est. Donc, en fait, on a groupé les deux. Donc, on a installé TFS avec le SharePoint dessus. Donc là, par contre, vous posiez la question pour l'install. Lors de l'installation de TFS, c'est là où il faut choisir une installation mono-serveur avec SharePoint. Parce que du coup, on n'a pas besoin d'installer SharePoint 2010 en entier. Je ne sais pas si certains ont ça chez eux. SharePoint, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, on a essayé, voilà, on a une architecture à 3 serveurs. Donc, on a bien voulu séparer l'authentification de la base et du moteur en fait de run d'exploitation des données. Récapitulons. Contrôleur AD, serveur de données SQL Server et installation TFS, mono-serveur avec SharePoint. Voilà. Oui. Ah oui, largement, largement. Là, nous, on a beaucoup d'activités dessus. Alors, côté client, en fait, vous avez besoin simplement du Team Explorer. Donc, soit vous avez Visual Studio. En fait, quand vous installez Visual Studio, il installe normalement Team Explorer. S'il n'est pas le cas, il faut installer Team Explorer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va installer des plugins aussi pour tous vos outils Office. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Dans Excel, ensuite, vous avez un nouvel onglet équipe, tout ça. Donc, en fait, ça s'installe. Visual Studio, alors Visual Studio, quand on installe Visual Studio, par défaut, il n'est pas forcément présent. C'est le fameux Team Explorer. C'est l'outil qui permet de se connecter depuis votre environnement de développement sur le serveur Visual Studio, TFS. C'est le fameux plugin que vous devez télécharger sous Eclipse Voilà. pour avoir dans le Team Explorer sous Eclipse, c'est pareil. Donc voilà sur cette partie-là. Pour revenir... Alors, Ouais, ils sont dans- ouais. non, justement. Donc, alors passons en mode... Oui. Voilà, donc ici, ça ne va pas être le cas, puisqu'on nous a offert un serveur. Donc, bon, je suis désolé, on a un VPN, mais ça passe pas. Enfin, je vais essayer, du moins. Ah si, ça passe. Donc, ça passe, mais c'est lent, en fait. Donc, on a un réseau sur lequel... bon, je vais essayer en local, il est juste à côté, donc ça va peut-être passer. Ouais. Donc en fait, si la connexion se fait, tout est basé sur vos comptes Active Directory. Donc la première étape que vous avez à faire, elle est primordiale, c'est de structurer vos utilisateurs. Donc de créer les groupes Excusez-moi. Donc vous devez bien structurer vos groupes pour travailler ensuite dans TFS. Puisqu'en fait, TFS va récupérer toutes ces informations d'Active Directory.
des gens qui travaillent à distance, voilà. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a, nous, fait dans Active Directory, donc ça, c'est notre serveur à nous. J'y arrive. Désolé, petit problème de... Il est où ce truc-là? Ah, c'est pas bon, c'est pas le bon. Je suis désolé, c'est pas le bon contrôleur. À quel niveau qui est vraiment libre? À l'identique de cette architecture-là? Alors, pour répondre à la question, donc on s'est retrouvé à faire cette conférence devant des enseignants qui utilisaient plutôt des environnements libres, justement. Et donc, ils nous ont posé la question, est-ce qu'il existe un équivalent dans le domaine du libre? En fait, ça existe, l'équivalent en termes d'architecture. Donc, nous, on a participé à un projet qui a eu lieu à Dijon par une société de services qui, justement, voulait choisir une solution d'ALM. Donc, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Visual Studio? Est-ce qu'on prend des autres? Donc, ils ont pris 2 équipes de développeurs chez eux et d'administrateurs pour comparer. Et en fait, ils ont réussi à trouver des solutions équivalentes. Le seul problème, c'était la mise en place de cette architecture-là. Donc il y a l'équivalent dans le libre. Alors je peux pas vous donner le détail parce que je n'ai pas suivi le détail, mais ils ont opté pour la solution Microsoft parce qu'en fait, ils ont dit là, tout est opérationnel de suite. Parce qu'en fait, ils ont eu plein de problèmes de connexion, de style de connexion entre le client, le serveur, de rapatriement, simplement pour rapatrier les informations des comptes d'un outil à un autre. En fait, chaque outil avait sa base de données, donc quand ils s'authentifiaient, ils avaient un problème d'authentification, c'est tout. Voilà, donc, voilà. Et nous, voilà, plus autre chose, plus Red Tracker ou un nom comme ça, etc. Donc, ça existe, il faut la composer, et... Il n'y a pas comme un guide PHP comme Ouais, en gros, non. Non. Non, Voilà. la connexion. Donc ici, sur notre serveur, en fait, on a créé nos groupes, et tout est basé sur nos groupes. Donc nous, on a créé nos groupes par rapport à ça. Donc on a créé nos profs et nos promos. Alors ici, on est identifié par promo. Avant, on avait un mauvais réflexe. On disait groupe première année, groupe deuxième année. Ça marche pas, parce que du coup, finalement, pas tous. Mais même celui qui fait pas tous, s'il a travaillé dans des projets qui sont autorisés pour le groupe promo 2013, lui, il faut aussi qu'il puisse encore y accéder, puisque dans 2 ans, en l'occurrence pour lui, dans 3 ans, il va quand même peut-être présenter des compétences qui sont liées à des productions qu'il a faites dans les cadres des projets de première année. Voilà. Donc ici, on a été obligé de créer, donc vous voyez ici, il y a Promo 2013. Ensuite, on a créé par option, donc il y a Promo 2013 Slam, Promo 2013 6 heures. Et ensuite, on a créé des groupes par équipe de projet. Donc comme on est en PPE, on a fait des équipes. Ces équipes-là sont restructurées à nouveau en termes de groupes. Sous sous-groupes. Alors pourquoi cette décomposition-là? Parce qu'en fait, on a quand même un besoin de sécurisation, ou du moins d'attribuer les autorisations à chacun en fonction de son rôle par rapport à un projet, par rapport à des productions. Quand un étudiant va faire une production personnelle, il est le seul à y avoir accès. C'est possible, aucun problème. Parce qu'en fait, on va recréer un groupe correspondant à cette équipe de projet-là, et donc il va le faire. Donc l'intérêt par rapport à votre question, c'est sur les droits de chacun. Donc ça, c'est une tâche très intéressante. Voilà, oui, c'est en fonction... Ouais. Ils peuvent changer de groupe, mais... Voilà, donc là on a créé 2 groupes en fonction du semestre. Mais changer de groupe, ça dépend ce que vous entendez changer de groupe. De sous-groupe, en fait, quand ils sont dans une équipe, ils sont dans une équipe. S'ils décident pour X raison de basculer, il nous suffit dans AD de le basculer, et automatiquement dans TFS, les droits sont actualisés, puisque les droits se basent uniquement sur l'appartenance au groupe. Mais c'est un travail qu'il faut bien réfléchir avant, parce que nous, on n'avait pas réfléchi du tout, et ça nous a posé problème. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, dans tout ce que vous avez dans TFS, alors maintenant, ça c'est une partie, la partie la moins, ou la plus, mais bon, c'est une partie spéciale. Chaque élément de TFS est un élément sécurisable. Donc tout ce que l'on fait, donc quand on dit qu'on va créer une collection, c'est un objet, c'est sécurisable. Quand on dit qu'on va créer un fichier, c'est un objet, c'est sécurisable. Quand on dit qu'on va créer une activité, c'est pareil. Quand on dit qu'on va créer une zone, alors nous on a travaillé avec des zones, c'est-à-dire qu'on a réparti les gens
dans des zones de travail pour pas que ça se mélange, entre guillemets, et tout est donc sécurisable. Donc chaque fois que vous avez un objet, vous avez toujours le clic droit qui va bien, et dans ce clic droit qui va bien, vous allez retrouver des propriétés, et dans les propriétés, en fait, vous avez les options de sécurité. Et là, on retrouve ce que les administrateurs aiment bien, donc il y a tout ce qu'il faut, hein, puisque vous avez autorisé, refusé, sur tous les objets, etc., etc. Voilà. Donc ceci étant dit, dans la définition de base d'un projet, vous avez des comptes qui sont prédéfinis. Donc si je prends par exemple cette notion donc ici de collection de projets, donc là j'ai une collection, donc en l'occurrence ici nous on a pris le BTS Info 2013, on a mis tous nos projets correspondant à cette promotion-là. On retrouve, on retrouve les cours SLAM, et projet démo 2012, projet de Séverine, etc., qui sont des projets que nous avons menés. Et là donc sur chacun de ces niveaux-là, donc si je prends le premier niveau ici, vous avez une gestion, donc paramètres du projet, et vous avez la sécurité et l'appartenance au groupe. Donc ici en sécurité, vous allez retrouver les comptes prédéfinis, donc des comptes de groupe prédéfinis, et là on retrouve des comptes, comme on a dans Windows un administrateur, ou un, je sais pas moi, un gestionnaire d'impression, etc. Et tout ceci ont des droits prédéfinis. Voilà. Donc en soi, par défaut, c'est bien fait. Hein, donc voilà. Donc généralement, on essaye de pas trop le toucher. Parce que et enfin, donc, si on descend au niveau du projet, là c'est plus intéressant pour nous, puisque je vous rappelle que les projets sont collaboratifs, mais dans plusieurs sens. Soit l'étudiant, c'est vraiment un collaborateur, c'est-à-dire qu'on travaille tous sur le même projet, soit il peut être simplement que pour prendre de l'information. Donc ici, on a des groupes qui vont vous parler un petit peu plus en termes de rôle. Si je regarde la sécurité, je vais retrouver en fait des groupes qui s'appellent donc Builders, Contributors, Project Administrators et Readers. C'est en anglais ici, mais c'est parce que c'est eux qui l'ont installé en anglais, sinon c'est en français. Voilà. Voilà, donc c'est des groupes clairement identifiés, puisque là, tout le monde comprend que l'administrateur du projet a tous les droits, le Readers, il peut donc seulement consulter, le contributeur ne peut pas administrer le projet, et le Builder va s'occuper, lui, des compilations et de la gestion des builds de version. Donc c'est lui qui va s'occuper de cette partie-là. Ah oui, donc ça, c'est la dernière partie, dernier élément sur l'architecture. Si vous voulez faire de l'architecture avec ça, on vous a parlé ce matin, à un moment donné, il faut construire la version, la nouvelle version du logiciel. Pour ça, si vous avez une machine dédiée, c'est bien. Parce qu'en fait, un outil de build, ça prend toute la CPU. Donc si vous avez tout mis sur la même machine, donc voilà, le jour où vous compilez, vous buildez, voilà. En fait, un outil de build, c'est, par exemple, ça implique une machine supplémentaire. Voilà. Parce qu'en fait, si vous prenez un outil de build, alors il vous a parlé aussi. Non, c'est une machine dédiée au build, c'est tout. Simplement, on lui dit, en fait, TFS prépare un package de build. Vous avez vu, il vous a montré aussi ce matin les tests. Voilà, on peut donner un chemin, et donc il va exécuter tout ça là-bas, il va mettre, etc. Voilà. Non, mais nous, on en a gardé que 3. On a gardé que 3 machines virtuelles. Voilà. On les a pas. Mais ça tourne très bien. On a une machine, c'est pas un foudre de gain, c'est une VM avec c'est du 4 cœurs, mais c'est pas exceptionnel. Elle a déjà 2 ans et ça tourne très bien. Il y a pas de. On n'a pas eu de soucis, rien, pas un. Rien. Donc, et on a 30 étudiants qui travaillent dessus. dessus. Parce qu'en fait, la partie build, c'est une partie qui est limite de notre programme. Et en fait, ça intègre beaucoup la notion de test. Parce que finalement. Ah non, eux, ils compilent, c'est en local. Le serveur de build, c'est je récupère tous les codes sources de tous les développeurs. Tous les développeurs ont fait leurs tests unitaires. Maintenant, est-ce que les tests vont passer pour tout le monde? Donc là, il faut rejouer tous les tests sur tous les codes sources. Et donc, c'est là où c'est plus. Voilà, c'est ça. Mais bon, on en fait encore pas d'intégration continue. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Si vous avez d'autres questions, sinon on va passer à la partie démonstration sur l'exemple de cours. Dites-nous. Et c'est parti. C'est là? Ou c'est là? C'est là. Donc en fait maintenant, à partir de tout ça, ouais, tu suis peut-être ton truc. En fait, Jacques va vous montrer comment il a fait lui dans ses cours pour arriver à créer le cours et puis à distribuer son cours, etc. On va fermer tout en fait.
close all. Mais toi, tu te mets en module ici 4 ou Ouais, je prends des Ouais. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration en fait comment je monte un cours. Donc je vais partir sur un projet qui existe déjà, donc j'ai fait les modules SI4. Donc en fait au tout départ, je crée un nouveau dossier. Voilà. Et donc suite au script de Michel, ce dossier-là, c'est un dossier que je souhaite donner en fait aux étudiants. Donc quand je vais archiver, donc ça c'est le script de Michel qui me l'impose. En fait, la problématique que vous expliquez tout à l'heure, c'est que chaque étudiant, il doit structurer son travail et en fonction du module, il va ranger son travail dans ce module-là. Donc le module ici, ça se correspond à ce que TFS appelle une zone. Donc chaque zone est identifiée pour un utilisateur. Donc oui, c'est des contraintes de développement. Donc une fois que j'ai créé mon dossier, en fait, alors c'est pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on avait travaillé au départ. Je crée un dossier professeur, voilà. Et donc à ce moment-là, j'archive. Voilà, le rôle du dossier professeur, en fait, c'est que finalement, on va donner un code source à l'étudiant sur lequel il va travailler. Mais comme on va travailler plusieurs fois sur ce dossier-là, on va être obligé de lui donner la version première, la version initiale, la version corrigée, une version améliorée, etc. Et enfin, je crée un dernier dossier sur lequel je vais l'appeler exercice 1. C'est un exercice que je dois donner aux étudiants. Et donc celui-ci, il doit être aussi disponible pour les étudiants. Donc quand j'archive directement, j'archive également avec le commentaire gestion zone. Voilà, donc une fois que j'ai créé mon arborescence au niveau de mon cours, en fait, dans cet exercice-là, je vais donc pouvoir aller ajouter un nouveau projet. Donc en fait, je suis perdu dans en fait, la solution. Autre type de projet. Je ne vois pas. Referme C#. Alors, autre Quand tu type de fais... solution, voilà, et donc ici je vais choisir. l'endroit où tu Ouais, je te mets où? Ben, regarde le chemin de mapping. Donc en fait, comme on est en gestionnaire de code source, il faut qu'on récupère un dossier local qui contiendra la copie des codes sources qui sont utilisés par le serveur TFS. Ok, démo. Je demande comme ça. Hein? Je le mets là. Je me demande comme ça. Ok. Donc en fait ici j'ai créé donc ma solution Visual Studio. Au niveau de ma solution Visual Studio, donc elle est ici, d'accord, et donc je la retrouve également dans mon explorateur de solutions ici, d'accord. Donc ensuite je peux de nouveau archiver cette solution, donc j'archive. Ok. Et donc maintenant, à l'intérieur de cette solution Visual Studio, je vais pouvoir ajouter, commencer à créer mon projet. Donc par défaut, j'ajoute un nouveau projet. Donc au départ, eh bien, on a souvent travaillé en fait en visual avec une bibliothèque de classe. Donc nous, c'est ce qu'on a fait par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure. On s'est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on livre des bibliothèques de classe, non complètes, ou complètes, ça dépend ce qu'on veut. On livre des tests unitaires. L'étudiant exécute ses tests, il ne regarde même pas ce qu'il y a dedans, il ne s'intéresse pas. Lui, ce qu'il voit, c'est rouge, 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 rouge. Et donc, son TP à lui, c'est vert, 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 vert. Voilà, donc éventuellement, je crée ma classe. Voilà, et donc ici, je vais écrire le code de ma classe. Donc une fois que j'ai créé ma solution, donc après, dans ma bibliothèque de classe, je peux créer bien évidemment plusieurs classes. Donc systématiquement, je vais également archiver ma classe, donc tout comme ma bibliothèque. Donc là, en fait, le petit message que vous avez tout le temps, c'est qu'on a obligé les étudiants à associer un check-in, donc un archivage, à une activité. S'ils développent, c'est parce qu'on leur a donné une tâche, donc il faut qu'ils associent ce développement à une activité. Donc là, comme on n'a pas d'activité...
Enfin, c'est le prof qui est en train de développer, donc on va pas lui demander. Il sait encore pas toutes les activités qu'il aura à faire. Ok, donc je vais juste au niveau archivé. On laisse le juste comme ça. Ouais, Pas besoin de mettre grand-chose. On va vous faire une démonstration sans beaucoup d'exemples. Donc tout ce qui était fait ici, c'est déjà ventilé sur des vidéos, donc on vous donnera les liens, etc. Donc vous retrouverez la démonstration, l'administration du serveur, etc. avec des explications, comment ça marche. Oui, aussi, oui. Donc en fait ici, Jacques va créer simplement le code prof, donc il va tester tout ce qu'il veut fournir aux étudiants. À partir de ce moment-là, dans la gestion de code source, vous allez pouvoir taguer, mettre une étiquette sur votre niveau de production. Et donc TFS va enregistrer tout ce qui fait partie de votre version. C'est une version particulière. Voilà. Donc là, j'ai fait ma classe. Donc ça, c'est ma classe prof. Voilà, elle est comme ça. Donc j'ai créé simplement mon constructeur et puis mon get et mon set. Donc je vais archiver mon travail. Et donc là, moi, j'ai terminé, mon travail est terminé, j'ai développé mon application. Donc si maintenant je veux donner des tâches, des activités BTCO à faire, en fait, dans mon Continuous Explorer qui est là, donc en fait ici, dans mon module SI4, d'accord, je vais donc avoir la possibilité, dans éléments de travail, d'ajouter un nouveau récit utilisateur. Donc je vais ajouter un nouveau récit utilisateur RU démo Paris. Donc en fait ici, je l'assigne à. Ici, je vais pouvoir expliquer modèle élève. Commentaire, on va dire RU. Donc là, j'explique tous les objectifs. Voilà. Je peux bien évidemment rajouter ma pièce jointe si j'ai besoin. Et en fait, ce RU, je vais l'assigner en fait à modèle élève. Voilà. Zone. À ce RU ici, je vais également le mettre à zone. Donc dans zone, on retrouve ici en fait toute la promo. Et donc en fait, en ce qui me concerne, je l'assigne toujours à modèle élève. Et dans modèle élève, normalement ici, je vais retrouver mon dossier racine que j'avais dû appeler. Il n'est pas encore arrivé. Voilà, je ne le vois pas. Je l'avais appelé démo Paris, non? Vous voyez. Démo ou... Ouais, j'avais dû l'appeler démo Paris. Démo Paris. Voilà, donc il n'est pas encore arrivé. Il faut peut-être que tu actualises en fait. Modèle élève, en fait, c'est le pseudo-étudiant auquel on rattache tout ce que l'on veut faire pour tout le monde. À partir du moment où on associe, on fixe une activité pour cet étudiant modèle élève, on duplique ensuite ces activités-là. C'est-à-dire que le serveur TFS, par exemple, on pourrait très bien envisager ça. Appartenance, non, c'est zone opération. Moi, si je le vois ici. Donc en fait, sur chaque étudiant, vous retrouvez toutes les zones qui ont été créées. Donc chaque étudiant va se retrouver avec son travail stocké, etc. Ah ok, donc là il est là. Donc si je le vois ici, je devrais... Donc pour vous expliquer pourquoi il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de court-circuiter le fonctionnement de TFS. Donc quand on a fait l'archivage, en fait, on récupère le flux XML, on le laisse faire par TFS, mais on le récupère et on le retraite pour lui faire quelque chose. Le seul problème, c'est qu'après, il faut gérer les pertinences des processus. Voilà, c'est tout. Ici, donc dans modèle élève, ici, je devrais de nouveau maintenant, voilà, donc là je vois bien effectivement mon dossier démo Paris, d'accord, et donc je le place dans l'exercice numéro 1, dans mon dossier, d'accord. Donc je l'ai assigné à modèle élève, donc ici, j'explique tous les objectifs de mon récit utilisateur, je lui ai donné un titre. À ce récit utilisateur-là, je vais donc pouvoir maintenant ici, dans l'onglet tous les liens, assigner en fait des activités de TSSI. Voilà. Donc ici, je vais créer une activité de type enfant, et ici, je vais donc pouvoir... Non, parce que t'es pas en ajout, je crois. Il faut que tu t'enregistres pour avoir nouveau. Ah ouais, il faut que j'enregistre.
Donc en fait, une fois qu'on a créé notre RU, ce qui nous intéresse en tant qu'enseignant, c'est de décrire notre progression. Donc chaque fois qu'on décrit notre RU, ben, on va pouvoir créer des activités qui sont liées. Donc ici maintenant, c'est parce que je n'avais pas enregistré mon récit utilisateur. Donc quand je registre mon récit utilisateur, il y a le bouton nouveau ici. Et en termes de type, ici j'ai le type de lien enfant. D'accord. Donc je vais avoir une arborescence. Dans ce récit utilisateur-là, il va y avoir plusieurs activités que l'étudiant doit faire. Donc ici je retrouve le type d'élément de travail. Je pourrais lui assigner plusieurs types d'éléments. Ça pourrait être un cas de test, un bug, un récit, etc. Donc je choisis activité BTC-SEO. Je fais donc OK. Donc ici, je vais lui donner du travail à faire, donc écrire la classe équipe, d'accord. Et donc à ce moment-là, je vais donc pouvoir choisir maintenant, dans le template que l'on a modifié, d'accord, et bien le processus, le domaine et l'activité. Donc ensuite, je remplis en fait mes listes déroulantes, d'accord. Bon, Donc là, c'est pas le dernier template. Hein. D'accord. Donc j'en choisis quelques-unes, peu importe la première, elle n'est pas liée, mais c'est pas grave. Donc ici, je peux lui donner plus d'informations par rapport à cette tâche, cette activité qu'il doit faire. Et donc ici, on voit automatiquement que cette tâche-là est assignée à modèle élève. Donc il me reste à lui dire, il faut 5 minutes, restant 5 minutes, et il a terminé. Voilà. Et donc à ce moment-là, je vais donc pouvoir enregistrer l'élément de travail. Donc là, j'ai vraiment fini, je dirais, d'avoir monté mon cours. La seule chose qui me reste à faire, ah oui. quand même, donc là le cours est fini, sauf que c'est son code source à lui. C'est ma solution à moi, c'est vraiment la solution du prof, puisque dans la solution du prof, dans la classe métier, d'accord, j'ai bien ici le code de ma classe. D'accord. Donc ça, j'estime que c'est ma correction. Voilà. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que sur mon dossier exercice 1 racine, je vais donc lui ajouter, j'ai archivé, je vais donc poser une étiquette. D'accord. Donc je pose une étiquette, je vais Paris prof, d'accord. Et puis donc, puisque là c'est ma dernière version, je vais donc pouvoir appliquer cette étiquette-là sur la dernière version. D'accord. Et à ce moment-là, je crée. Donc je crée mon étiquette, sauf que cette version que je viens de faire, c'est la mienne. Donc c'est la correction. D'accord. C'est pas celle que j'aimerais livrer aux étudiants. Donc maintenant que j'ai posé cette étiquette, où j'ai la version globale, en fait, maintenant, ce qu'il me permet éventuellement de faire, c'est de venir ici et de venir modifier et de supprimer. Je supprime la correction. D'accord. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir archiver de nouveau cette version. Oh, je ne peux pas archiver la solution complète. On verra. Ouais, mais à mon avis, je n'ai pas dans des mots. Si, Yannick, je crois. Ouais, non, En fait, chaque fois que vous cliquez sur archiver, tout ça, c'est en fonction du niveau où vous vous trouvez qui prend l'archive. Donc voilà. si vous mettez très bas, il ne prend pas tout ce qui est en haut, et donc si vous mettez en haut, vous aurez tout. Donc ici, j'ai tout archivé, et maintenant, c'est cette version-là que je veux livrer aux étudiants. Puisque dans la classe équipe, cette fois-ci, il n'y a plus rien dedans. D'accord. Donc éventuellement, je peux avoir laissé des commentaires. Donc de nouveau, donc tout est archivé ici. De nouveau, sur ce dossier exercice 1, je vais maintenant poser une étiquette, mais cette fois-ci pour les élèves. Voilà. Donc c'est de nouveau la dernière version, et donc là, je fais. Une fois que j'ai fait ça, donc maintenant j'ai bien la version prof et la version élève, c'est-à-dire que cet exercice qui est ici, je veux maintenant le distribuer à mes étudiants. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une branche. Donc je crée ma branche. Donc ici, au niveau de la boîte de dialogue, il me dit que c'est bien la version de l'exercice 1 au niveau de la source. Et donc moi, je vais non pas le mettre ici, mais je vais créer une branche élève. Sauf que la branche élève, ce n'est pas depuis la dernière version. Je vais prendre depuis une étiquette. Je vais aller rechercher l'étiquette. Et dans les étiquettes ici, je vais retrouver à un moment donné mon étiquette. Alors, il faut la retrouver. Étiquette Paris, non pas prof, mais étiquette Paris élève. D'accord. Donc maintenant, je fais OK. Et ici, je vais donc créer ma branche pour les étudiants.
Donc là, il crée ma branche au niveau de ici. Donc ici, j'ai la branche élève qui est faite. Je n'ai plus qu'à archiver cette branche-là. Deux branches. Création de branche. T'es sûr? C'est quoi? Non, non. Le tag, il est spécifique. Ah oui. Parce qu'ici, il a créé une branche. Mais en fait, il crée une branche pour tous les élèves. Sauf que nous, ce qu'il nous faut, c'est que chaque élève ait sa version de code à lui, puisque là, on n'est pas en module PPE, on est en module individuel. Donc son projet, il est personnel. Donc l'objectif, c'était aussi de ne pas avoir à dupliquer du code, mais de faire par TFS ce qu'il, lui, sait faire, s'il est capable de gérer des branches. Donc on va lui faire gérer des branches, mais dans le sens inverse d'un projet. C'est-à-dire que nous, on fait du décrémental et de l'incrémental. Donc voilà maintenant ce que j'ai, c'est-à-dire que ici, dans mon projet, les modules SI4, j'ai créé donc un module démo Paris, dans lequel, en fait, dans cette arborescence-là, j'ai la version élève et la version prof, d'accord. Et en fait, j'ai créé une branche qui va être distribuée à tous les élèves. Donc moi, j'ai terminé au niveau de mon cours. Voilà. La copie de code sera toujours possible. Mais ce matin, on vous a parlé du clonage, donc d'un outil de vérification de clonage. Et sans que ça, vous pourriez l'utiliser pour le faire. Ceci étant, on n'a pas eu de... Oui, ça existera toujours. Hein, donc il n'y a pas de... D'autant plus que... Ah, par contre, là, attention, parce que justement, les outils de clonage, là, vont être capables de vérifier totalement les versions. Hein. Donc là... Oui, on a... Pardon. Donc là, il va jouer le rôle de l'élève, parce que maintenant, le rôle de l'enseignant est terminé. Donc maintenant, il va se connecter... Oui, chaque élève a sa propre production, et on peut le voir. Oui, oui, tout à fait. Donc maintenant, il va se connecter... Oui. C'est-à-dire que nous, on fait exact, par contre, là, on passe en mode collaboratif de réalisation d'un projet. C'est que lui, il travaille, il a un bug ou quoi que ce soit, nous, on va lui modifier sa version pour l'aider dans son développement. Et là, on retrouve toute la progression du solutionnement. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça lui permet simplement d'avoir... Avec les CSR, en fait... Pardon? Oui. Non, par contre, on peut créer des tests qui vont être des tests d'architecture mis en place. Donc typiquement, on vous demande d'installer un serveur DNS dans un domaine particulier. On peut très bien créer des tests unitaires qui vont aller vérifier que le serveur DNS répond bien aux requêtes qui lui sont dédiées. Donc ça, c'est des écritures de code supplémentaires, mais ça donne du... Enfin, c'est un petit peu intéressant en termes de production. Ah ben, nous, on ne leur a pas vendu, ils l'ont pris. Hein. Donc maintenant, Michel va jouer le rôle, en fait, va jouer le rôle de l'élève. C'est-à-dire que maintenant, quand il va se connecter, il va retrouver le dossier Démo Paris. Et dans Démo Paris, il va avoir branche élève. Et en fait, l'étudiant, il va se créer sa propre branche par rapport à branche élève. Voilà. Et donc, il va récupérer toute la solution Visual Studio à l'état initial où le professeur lui a laissé. Voilà. Donc ici, j'ai un autre compte de connexion. Normalement, je devrais réussir à me connecter. C'est avec TFS qu'ils l'ont découvert. Ouais. Ouais, alors, on a pris... Alors au début, la première phase, l'étudiant se trouve avec un environnement qui lui est donné totalement. Donc là, voilà, on lui donne. Et là, en module SI4, parce qu'on a commencé comme ça au premier semestre, mais tout leur était donné. L'étudiant, à chaque fois qu'il rentrait dans la salle d'info, il avait toujours, je dirais, les 5 premières minutes, créé sa branche. Donc là, avec un vidéoprojecteur, tout le monde est prêt, on y va, on fait le clic droit, clac, clac, voilà. Donc on l'a fait une fois, 2 fois. Deuxième travail, c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce que l'enseignant me donne à faire pendant ces 3 heures de TP? Voilà. Il va donc écrire sa requête. Il va récupérer le récit utilisateur, il va voir les activités BTSSIO. Voilà. Et ça, on a fait ça sur 6 mois. Je
peux vous dire que maintenant, on rentre dans la salle. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais on rentre dans la salle. Je leur dis simplement, connectez-vous à TFS, vous allez trouver un dossier qui s'intitule Module 11, base de données. Créez votre branche. Terminé. Chacun crée sa branche, chacun écrit son récit, enfin, récupère le récit et les activités. Non. Je vais boire des bières. La rue Berbizet. Donc ici, il a fait son travail, moi je suis étudiant, donc je me suis connecté. Donc ici, je retrouve une nouvelle activité qui m'était assignée. Donc voilà, donc je fais ce que j'ai à faire, entre guillemets. Voilà, donc en fait, c'est la duplication. T'as pas montré le... C'est la duplication. Montre la requête. Pardon, oui. Il a écrit d'abord sa requête, c'est-à-dire qu'il s'est connecté. Donc là, ici, vous voyez en haut. Donc là, je suis connecté avec Géraldine. Et donc, j'ai fait une requête qui m'a permis d'obtenir un résultat. Donc, je vais la refaire, ça sera plus simple. Donc ici, j'arrive, je ne sais pas ce que j'ai à faire, je veux savoir ce que j'ai à faire. Donc ici, vous avez un outil de query. Donc là, on fait clic droit, nouvelle requête. Dans nos requêtes, on va choisir ce qu'on veut. Donc ici, le projet d'équipe, c'est le projet dans lequel je me trouve. Je vais choisir le type d'élément de travail qui m'intéresse. Donc normalement, on devrait passer par RU utilisateur ou activité BTCIO ou ce que vous voulez. Ici, je vais prendre tout. Moi, je vais prendre tout. Enfin oui, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre le RSI utilisateur. Voilà. Et je voudrais savoir ceux qui sont actifs, bien sûr. Et en plus, je voudrais savoir si c'est pour moi. Donc je regarde si c'est associé à moi. Voilà. Donc là, je viens de taper une requête. Donc là, c'est pareil, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça écrit une requête SQL qui est envoyée à SQL Server du moteur TFS. Et donc on peut créer nos propres requêtes que l'on met dans le template. Donc on écrit le SQL, etc. Donc c'est assez marrant. Donc là, ici, j'ai fait pour moi, donc en l'occurrence Géraldine. Donc ici, j'exécute ça. Et notamment... Ouais, je crois que c'est... Je sais pas si je suis connecté, en fait. Je l'avais tout à l'heure. Oui. C'est ce que j'ai, hein. Ouais, désolé, un petit problème de requête, ça doit être un problème SQL. Non, je vais enlever ça, comme ça j'aurai tout, parce que je crois que tu l'as... Non, mais non, c'est normal. C'est normal parce qu'on a oublié ce qu'on fait. Parce que comme ça se fait tout seul, mais non, on réfléchit même pas. Sauf que l'étudiant, lui, il sait comment il fait. Et en fait, le récit utilisateur est associé à qui? Pas à lui. Il est associé à un modèle élève. Parce qu'un récit utilisateur, c'est la description globalement de ce qu'on va faire. C'est pas une activité. Donc on n'a pas besoin de dupliquer le récit utilisateur. Il est le même pour tout le monde. Donc en fait, nous sommes des mauvais étudiants. Donc ici, c'était bien récit utilisateur. Mais c'était en fait un modèle élève. Voilà. J'ai pu dire, voilà. Donc état actif. Et donc associé à modèle élève. Voilà. Okay. Et cette fois-ci, voilà. Donc là, je les retrouve bien. Donc les récits utilisateurs sont toujours naturellement actifs. Donc ici, on trouve la démo Paris. Donc l'étudiant, il arrive, il se connecte, démo Paris. Voilà, sauf que tu ne m'as pas mis de droit sur la branche. Donc ici, il retrouve ce qu'il a à faire. On lui dit ça. Il regarde ce qu'il a en termes de liens. Il trouve qu'il a une activité. Donc ici, je suis bien connecté en tant que Géraldine, parce que vous voyez que les autres élèves n'apparaissent pas. Je ne vais pas savoir ce qu'ils ont fait, je ne sais pas où ils en sont, je ne sais pas ce qu'ils font. Ce n'est pas mon job. Moi, mon job à moi, c'est Géraldine. Et donc je vais créer... On me dit de créer la classe équipe. Donc je vais créer la classe équipe. Donc une fois que je sais que j'ai créé la classe équipe, normalement, si je vais dans mon code source, donc qui est là, et je retrouve ce à quoi j'ai accès. Donc en l'occurrence, normalement, je devrais trouver la branche qu'on a parlé tout à l'heure et je devrais avoir un module spécifique pour moi. Mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, on va continuer la démo sur un autre module. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand il a créé les branches, tout ça, j'ai créé la branche, j'ai pas mis les droits. Il ne m'a pas donné de droit pour y accéder, donc je ne sais pas le voir. Ah, c'est que j'ai pas créé les droits en fait. Voilà. Mais recréer une branche. Par rapport à recréer une branche.
Voilà. Donc en fait, j'ai oublié de faire la manip autorisation et en fait de les mettre dans la promo, de leur donner la possibilité de pouvoir en fait lire, extraire, archiver. Voilà. Donc, Alors, oui, donc c'est ce qu'on va faire. Le problème, c'est que je ne l'ai pas. et après, Ah ouais. On a 5 minutes, ok. Voilà, donc là, je donne tous les droits à Géraldine, hein, parce que j'ai pas de temps. Donc, voilà. extraire, on va passer. Je suis, mais tout. Voilà, donc c'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure. Je vais y arriver. Hein. Donc ici, normalement, je devrais voir apparaître une branche supplémentaire. Voilà. Donc vous voyez ici est apparu Démo Paris. Démo Paris, maintenant, Géraldine, elle y a accès. Donc elle peut travailler. Et donc du coup, ben, je vais pouvoir faire mon code source. Donc je vais pouvoir modifier. Donc là, ici, je suis sur la branche élève de tout le monde. Donc ce qu'on a demandé aux étudiants, c'est que maintenant, eux, ça, c'est la branche pour tout le monde. On ne leur donne pas tous les droits, on leur donne juste les droits de récupérer cette branche pour recréer à nouveau une branche pour eux. Donc l'étudiant, en fait, il arrive ici et il dit, bah, je vais me créer une branche. Donc Géraldine, elle se crée une branche. Donc ça s'appelle branche élève. Donc là, on vous le fait branche élève ou branche Géraldine directement. Donc généralement, c'est rangé autrement. Mais là, en l'occurrence, on va faire... Donc ici, je vous rappelle que Jacques, il a créé une version qui était la version de l'élève. Donc conclusion ici, la dernière version, ça va bien être la version sans les corriger. Je n'ai pas accès à la version corrigée. Donc ici, ben, on crée notre branche. Voilà. Voilà. Oui, non, c'est rien. C'est rien du tout. On va vous faire ça vite fait. C'est une dédicace. Alors, ah non, mais ouais, j'ai pas de local. J'ai pas de mappage en fait. Donc désolé pour le... Je vais juste faire ça, je vais vérifier. Bon, désolé, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ce qui nous restait à faire derrière, c'est vrai. Non mais là c'est juste un problème de droit. Là j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps de le faire. En fait, il faut que l'étudiant ait le droit sur les dossiers. Donc pourquoi nous on n'a pas l'habitude de le refaire là? C'est parce qu'on a des scripts qui nous le font. Et donc voilà, donc on n'a pas. Voilà. Non, au sens TFS. C'est-à-dire que si je retourne, mais là elle n'a pas le droit, je crois, de gérer les autorisations. Ouais, oui, démo Paris, c'est bon. Ouais. Normalement, c'est bon. Donc c'est pour ça que je vais essayer de le faire en rapide. Donc c'est toute une problématique de droit. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut être très très prudent sur parce que le problème que j'ai ici, c'est que si vous regardez les niveaux, je ne peux pas donner des droits là. Parce que si je donne des droits là, on aura les droits ici. Et donc on verra la branche professeur. Donc normalement, ce qu'il faut faire, il faut recréer un dossier. Voilà. Nouveau dossier. Donc ici, c'est pour tous les élèves. Voilà. Et dans ce dossier élève, eh bien, en fait, on va donner les droits. À Géraldine. Désolé pour leur... Voilà. Ok. Et donc, dans ce dossier-là, cette fois-ci, on est sur un dossier, non pas sur une branche. On va donner les droits spécifiques. Donc, c'est pas compliqué en soi, mais c'est un peu pénible à gérer. Voilà. Et donc là, étudiant TS1I, je vais leur donner justement tous les droits dessus. Voilà. J'espère que ça va fonctionner, sinon je ne ferai pas de... Ça devrait suffire. Normalement c'est bon. Voilà, donc dernier essai, hein, sinon après on laisse tomber.
Et ben non. Donc, non, c'est parce qu'il faut les créer, en fait. Il faut créer les droits. Désolé. On va juste essayer d'actualiser. Et de recréer la branche. Ouais, je suis désolé, mais là... enfin, donc en fait, c'est juste un problème de droit. Bon, nous aussi, on s'est battu avec, donc il n'y a pas de souci. Mais donc, une fois qu'on a créé la branche, eh bien là, on a... Donc par contre, ça, on devrait... Bon, du coup, on peut le voir. On va prendre un autre module où c'est montré, pour vous montrer ce à quoi on arrive quand même, quand ça marche. Donc ici, bah, vous avez une structure complète qui est faite, où vous retrouvez donc les fameux dossiers qu'on venait de créer, là, qui n'a pas fonctionné, mais vous retrouvez un dossier élève. Dans le dossier élève, vous retrouvez tous les élèves, avec chacun leur branche personnelle. Voilà. Donc, et ici, donc, du coup, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut travailler dans de multiples conditions, puisque si on regarde la branche professeur, eh bien, on va pouvoir analyser la hiérarchie. Et l'analyse de la hiérarchie, ben, en l'occurrence, ici, elle est assez simple. C'est qu'on avait notre branche à nous, l'élève branche la branche pour tout le monde, et chaque élève a travaillé sur une branche. Et donc, on a des codes sources bien séparés, mais en même temps, qui sont récupérables. Alors pourquoi on a choisi cette structure? Parce que TFS, en fait, il duplique pas les codes sources. TFS, il ne met dans la branche de Hugo Glattard que la différence qu'il a avec la branche élève-branche, qui elle-même n'a que les codes sources différents de la branche professeur. Donc c'est les gens de chez MS qui nous ont dit, non, il ne faut pas créer, parce que nous au départ on était partis, chaque étudiant, une collection de projets, et vas-y, voilà. Et là, ils nous ont dit, non, il ne faut pas faire ça, parce que sinon, vous allez écrouler le serveur pour rien, puisque vos codes sources, vous allez réellement les dupliquer dans TFS. Alors que l'objectif d'un contrôleur de code source, c'est d'éviter justement cette duplication. Donc voilà, et là, on est assez satisfait. Nous, ça a répondu à nos besoins, et on a bien pu travailler avec des séquences qui correspondaient bien à ce qu'on voulait obtenir. Ce qui nous reste à tester, donc là, on ne va pas pouvoir vous le montrer sur le truc, c'est la production collaborative. Mais on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien des PPE, où les étudiants développent la partie collaborative, et on retrouve tous les développements de chacun, et leur partie perso, en créant des branches personnelles. Et donc là, on a bien une gestion du projet global et du projet individuel. Voilà. Voilà. Donc bon, on a fait l'évaluation là-dessus, et on a demandé à chaque étudiant de nous faire une démonstration de production du groupe. Donc il a présenté une fonctionnalité dans l'application qui était développée par le groupe, et ensuite il devait nous présenter une fonctionnalité qu'il a lui-même développée indépendamment des autres. En fait, dans le groupe, chacun avait une ou deux fonctionnalités personnelles, donc qui n'étaient pas développées par les autres. Donc le doute est levé, puisque là, un seul étudiant l'a produit. Oui, oui. Mais là, nous, on a vérifié les historiques de leurs tâches, voilà, de leur check-in, de leurs bugs rencontrés, etc. Voilà ce qu'on a regardé. Mais on s'en est pas servi en tant qu'outil de regarder ce qu'ils faisaient. C'était pas notre objectif. Là. Mais on peut, hein. Voilà. Mais on le fait pas. Merci Voilà. bien. Vous avez au tout début de la Donc vous retrouverez ça, donc les vidéos sont en ligne, donc on fera passer l'information directement sur la liste. Vous avez nos adresses mail non, si besoin. Au tout début. Voilà. Alors, on n'a pas la réponse, mais je pensais que Benoît allait peut-être arriver là. On ne sait pas comment on va évoluer avec le projet. Donc si ça se trouve, le projet va être continué encore un petit peu. Ça veut dire que la plateforme va rester disponible. Donc si certains sont intéressés pour avoir leur collection de projets, on ne vous dit pas que ça sera accepté au niveau de Microsoft, on aura la réponse tout à l'heure. Et on peut vous créer des projets spécifiques, c'est-à-dire où là, vous n'aurez qu'à utiliser... En fait, la config est déjà faite. Vous n'avez plus qu'à travailler avec. Il y a juste un paramétrage à vous faire, c'est tout. Voilà. Donc si certains sont intéressés, vous venez vers nous. On crée des collections déjà chez nous. Enfin, voilà. Le serveur de Microsoft, il est en ligne, donc il n'est pas que pour nous.
Voilà. Ça veut dire que si vous voulez bosser dessus pour essayer, ben, on peut vous créer une collection pour que vous voyez comment ça marche, etc. On met le nom Voilà. d'établissement, vous créez la collection et vous, à distance, bah, vous pouvez vous connecter sur... Vous bossez comme si vous étiez... Comme voilà. si vous étiez. Comme si, voilà. Ouais, Vous ouais. bénéficiez de notre template, vous bénéficiez de tout. Ouais, oui. Un chèque. Oui, parce qu'il faut qu'on vous crée des Un comptes. chèque. Il faut que... il faut que... si ça vous intéresse, il nous faut des comptes à créer pour les profs. Et il nous faut des fichiers Excel ou XML, ou comme vous voulez, qui contiennent la liste des identifiants que vous voulez créer. Puisque chaque étudiant devra avoir un compte d'accès. Donc si vous voulez tester vous, il faut que vous testiez aussi qu'il y ait des étudiants bêta, entre guillemets. Donc il nous faut des comptes, quoi. Il nous faut des caractéristiques de compte. C'est pour ça que nous, on a Géraldine. Bah au moins un nom, un prénom. Après, je vais me débrouiller, mais avec un identifiant, c'est pas mal. Non, 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 attention. C'est juste parce que le projet pilote existe encore. Donc le projet pilote peut vous permettre à vous de dire, tiens, je vais essayer de voir si ce truc-là, ça m'intéresse ou pas, qu'est-ce que je peux en faire. Voilà. Voilà. Vous pouvez le tester sur 6 mois sur un module. L'année Ouais. prochaine, vous dites, tiens, allez, en SI4, je me lance. Voilà. Moi, tous les modules sont faits en SI4. Oui, on pourrait vous ouvrir les trucs, vous Vous regardez. avez le droit sur, voilà, tous les cours sont faits, tous les récipiateurs sont faits. Enfin, il n'y a plus qu'à se servir. Voilà. Celui qui... S'il faut que j'ouvre, je veux bien ouvrir. Après, voilà. Ça ne me gêne pas. Pour le processus, alors pour reprendre notre template, en fait, il y a très peu de choses à faire. Il y a une manipulation à faire, donc on vous donne le fichier. C'est un fichier qu'il faut, enfin c'est un ensemble, c'est un dossier. Vous prenez ce dossier-là et vous le chargez sur votre collection. C'est tout, donc ça s'appelle transférer. Donc il y a rien, mais je vous donnerai la doc avec. Donc si vous voulez le template, vous me le dites, je vous l'envoie. Voilà. Ah non non, c'est 200K. On essaiera de publier aussi de la documentation. Mais enfin, je parle sur la caution de Benoît. En fait, il y a un témoignage qui va être publié dans IT Academy ou dans voilà. Et il n'a pas été fait encore, mais dans ce témoignage, il y aura toutes les vidéos, tous les liens et les templates. Voilà. Mais sinon, de toute façon, vous m'envoyez un mail et puis moi, je vous renvoie. Voilà.